Le royaume de Zambura était une terre de beauté et de force, gouvernée par le sage et juste roi Adéola et sa bien-aimée reine Nafisa. Ils étaient adorés par leur peuple, et lorsque la reine donna naissance à une petite fille, le royaume tout entier se réjouit. La petite princesse, Naya, était un symbole d'espoir et de prospérité, mais tous les membres de la cour royale ne partageaient pas cette joie. Damesh, une noble femme au cœur empli d'envie, aspirait depuis longtemps au pouvoir. Elle espérait gagner la faveur du roi, mais avec la naissance de Naya, ses rêves d'influence s'évanouirent. Tandis qu'elle observait la famille royale se délecter de son bonheur, le ressentiment grandit en elle. Elle se persuada que l'enfant ne méritait pas le trône, qu'elle était celle qui devait façonner l'avenir de Zambura. Par une nuit sombre, alors que le palais dormait, Esh mit son plan machiavélique à exécution. Elle soudoya un serviteur déloyal pour qu'il l'aide à voler la jeune princesse. Enveloppée dans un simple tissu, Naya fut emmenée hors du palais, son berceau royal laissé vide. Esh emporta le bébé au cœur de la nature sauvage, bien loin de la portée des soldats du royaume. La lune brillait sur la forêt dense lorsqu'elle atteignit un village désolé. Là, parmi les arbres touffus et les huttes silencieuses, elle abandonna le bébé sans défense, persuadée que la nature allait bientôt lui ôter la vie. Sans aucun remords, elle se retourna et disparut dans la nuit, convaincue d'avoir effacé la princesse de l'histoire à jamais. Mais le destin en avait décidé autrement. Au petit matin, une pauvre femme nommée Mamurudo marchait sur les 3 sentiers du village, portant un petit fagot de bois. Elle vivait au village depuis de nombreuses années, survivant grâce à son travail acharné et à sa générosité. En passant à l'orée de la forêt, elle entendit un faible cri. Curieuse et inquiète, elle suivit le bruit et trouva un petit bébé enveloppé dans un simple tissu, étendu sur le sol, impuissant. Les yeux sombres de l'enfant clignèrent vers elle, et ses petites mains se tendirent comme pour implorer de la chaleur. Le cœur de Mamurudo se serra. Elle n'avait pas d'enfant et, malgré sa pauvreté, elle ne pouvait laisser son bébé mourir. Doucement, elle prit l'enfant dans ses bras et la berça. « Tu es un cadeau » murmura-t-elle. « Je t'appellerai Nia. » Elle ramena le bébé à la maison, lui donna du lait chaud et l'enveloppa dans un linge doux. À partir de ce moment, Nia devint sa fille. Les années passèrent, et Mamurudo aimait Nia comme si elle était de son propre sang. Elle lui inculqua la gentillesse, la patience et la valeur du travail. Nia devint une fille intelligente et joyeuse, toujours prête à aider aux tâches ménagères et à apporter des rires dans leur petite maison. Elle n'a jamais su d'où elle venait, ni qu'elle était différente des autres enfants du village. Pour elle, Mamurudo était sa vraie mère, et la petite hutte qu'ils partageaient était leur foyer. Mais le bonheur ne dure pas toujours. Un jour fatidique, Mamurudo tomba malade. Malgré les soins de Nia et les efforts du guérisseur du village, elle s'affaiblissait de jour en jour. Avant de rendre son dernier souffle, elle prit la main de Nia et murmura « Tu es spécial, mon enfant. N'oublie jamais ça. » Nia ne comprit pas ces mots à l'époque, mais ils restèrent gravés dans son cœur. Après la mort de Mamurudo, sa sœur Cupide, Mamasefu, prit possession de la maison. Contrairement à Mamurudo, elle n'avait aucune bonté dans son cœur. Elle ne voyait pas Nia comme une enfant à aimer, mais comme un fardeau, et pire encore, une servante. À partir de ce jour, la vie de Nia changea. Mamasefu confiait à Nia toutes les tâches ménagères, balayer, aller chercher de l'eau, cuisiner et laver le linge. Pendant que Nia travaillait du matin au soir, Zala, sa propre fille, vivait confortablement. Elle portait de beaux vêtements, mangeait les meilleurs plats et ne levait jamais le petit doigt pour l'aider. Mamasefu traitait Zala comme une princesse et Nia comme une esclave. Nia ne comprenait jamais pourquoi elle était traitée si cruellement. Elle restait souvent éveillée la nuit, les yeux fixés sur le toit de la petite hutte, se demandant pourquoi le destin avait été si injuste. Elle se croyait orpheline, abandonnée par ses parents biologiques, non désirée et mal aimée. Elle ignorait qu'elle était en réalité la princesse perdue de Zambura, la fille d'un roi et d'une reine qui n'avaient jamais cessé de la rechercher. La vie de Nia devint une souffrance sans fin. Du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit, elle travaillait sans relâche. Mamasefu lui faisait balayer, puiser de l'eau à la rivière, préparer les repas, laver le linge et s'occuper des animaux. Malgré tous ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Si une seule assiette n'était pas bien nettoyée ou si le bois n'était pas bien empilé, Mamasefu la grondait sévèrement. Pendant ce temps, Zala, la fille de Mamasefu, vivait comme une reine. Elle ne levait jamais le petit doigt pour aider. Elle portait des robes éclatantes et colorées, confectionnées dans les tissus les plus fins.
Tandis que les vêtements de Nia étaient vieux et déchirés, Zala mangeait des fruits frais, du pain chaud et de la viande, tandis que Nia ne recevait que des restes, du porridge froid ou des miettes de nourriture dont personne ne voulait. Si Nia se plaignait ou en demandait davantage, Mama Sefu la fusillait du regard et lui disait « Tu devrais être reconnaissante que je te nourrisse ». Les villageois voyaient à quel point Nia était maltraitée, mais personne n'osait s'exprimer. Mama Sefu était une femme à la langue bien pendue, et la plupart des gens craignaient sa colère. Certains prenaient Nia en pitié, lui donnant de petits morceaux de nourriture à l'abri des regards, mais personne ne pouvait changer son sort. Malgré tout, Nia ne laissait pas la cruauté endurcir son cœur. Elle trouvait du réconfort dans les petites choses, une brise fraîche par une chaude journée, le rire des enfants qui jouaient au village ou la gentillesse d'une vieille femme qui lui donnait parfois un morceau de pain supplémentaire. Mais au fond d'elle-même, elle avait le sentiment de ne pas être à sa place. Certaines nuits, après avoir terminé ses corvées, elle s'asseyait dehors et contemplait les étoiles. Sans savoir pourquoi, elle rêvait souvent d'un grand palais aux murs dorés et aux rideaux de soie. Elle s'imaginait vêtue de beaux vêtements, déambulant dans des couloirs baignés de lumière. Les rêves semblaient réels, comme des souvenirs enfouis au plus profond d'elle-même. Mais à son réveil, elle était toujours dans la même petite hutte, toujours vêtue de haillons, toujours simple servante. Mama Sefu avait beau essayer de la briser, une voix intérieure murmurait toujours « Tu es destinée à quelque chose de plus ». Mais elle n'avait aucune preuve, aucune réponse, seulement le sentiment que sa véritable histoire restait à découvrir. Par un après-midi chaud, alors que le village grouillait d'activité, un vieux voyageur nommé Baba Jango arriva. C'était un homme sage et voyageur, connu pour sa profonde connaissance de l'histoire et des récits oubliés. Vêtu d'une robe délavée, un bâton de bois à la main, il avançait lentement, son regard perçant scrutant tout ce qui l'entourait. Il avait passé des années à parcourir le pays, et il était maintenant arrivé dans ce petit village pour se reposer avant de poursuivre son périple. En traversant la place du marché, il remarqua une jeune fille portant un lourd panier de bois sur son dos. Elle avait l'air fatiguée. Ses vêtements étaient déchirés et la poussière couvrait ses pieds. Pourtant, il y avait quelque chose en elle, quelque chose de différent. Lorsqu'elle s'arrêta pour essuyer la sueur de son front, les yeux de Baba Jango s'écarquillèrent. Sur son épaule droite, en partie cachée sous sa robe en lambeaux, il vit une tache de naissance. Ce n'était pas une tache ordinaire. C'était l'emblème de la famille royale de Zambura, un petit symbole en forme de croissant que seul le véritable héritier du royaume pouvait posséder. Baba Jango sentit son cœur battre la chamade. Était-ce possible? Cette pauvre fille pouvait-elle être la princesse perdue de Zambura? Il avait entendu des rumeurs concernant la fille disparue du roi et de la reine, enlevée bébé et jamais retrouvée. Il avait rencontré des érudits royaux qui avaient décrit la tache de naissance en détail, et maintenant il la voyait de ses propres yeux. Curieux, il s'approcha de la jeune fille. « Enfant, dit-il doucement. Comment t'appelles-tu » Elle leva les yeux, surprise qu'un inconnu lui parle. « Je m'appelle Naya, dit-elle doucement. Où sont tes parents, demanda Baba Jango. Naya hésita. Je ne sais pas, maman Rudo m'a trouvé bébé et m'a élevé. Mais elle est décédée, et maintenant je vis avec Mama Sefu. Baba Jango fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il décida d'aller parler à Mama Sefu en personne. Arrivé à sa hutte, il la trouva assise dehors, veillant sur une marmite de ragoût en ébullition. Bonne femme, dit poliment Baba Jango. Je suis venu m'enquérir de la fille, Naya. D'où vient-elle? Les yeux de Mama Sefu se plissèrent. Elle ne faisait pas confiance aux étrangers, surtout à ceux qui posaient trop de questions. Elle a été abandonnée, elle a menti. Ma sœur, Mama Rudo, a eu pitié d'elle et l'a élevée. Elle n'est personne d'important, juste une orpheline sans passé. Baba Jango ne la croyait pas. Il avait suffisamment voyagé pour savoir quand quelqu'un lui cachait la vérité. Il jeta un coup d'œil à Naya, qui se tenait silencieusement au loin, le visage triste mais fort. Il y avait quelque chose de royal dans son attitude, dans son maintien malgré sa souffrance. Déterminé à découvrir la vérité, Baba Jango décida d'enquêter plus avant. Si Naya était vraiment la princesse perdue, alors elle méritait de savoir qui elle était vraiment. Et si Mama Sefu l'avait cachée toutes ces années, la justice la trouverait bientôt. Baba Jango ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Mama Sefu cachait quelque chose. Il avait passé des années à apprendre à décrypter les gens, et son regard exprimait une nervosité qui ne venait que de la culpabilité. Il décida de chercher lui-même des réponses.
si Naya était vraiment la princesse perdue, il devait y avoir une preuve quelque part. Ce soir-là, alors que le village était calme, Baba Jango visita la petite hutte où Mama avait vécu. L'endroit était vieux et défraîchi, mais il portait encore les traces de la gentille femme qui avait élevé Naya. Il fouilla soigneusement, fouillant dans de vieux paniers et des caisses en bois, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait révéler la vérité. Puis, caché sous un tas de tissus délavés, il trouva une petite pochette en cuir. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit et en sortit un morceau de parchemin plié. Le papier était vieux, les bords légèrement déchirés, mais l'écriture était claire. C'était une lettre de Mama Rudo en personne. À la lueur vacillante d'une lanterne, Baba Jango lut lentement les mots. « À ma bien-aimée Naya, si jamais tu trouves cette lettre, sache que tu n'as jamais été vraiment à moi. Je t'ai trouvé bébé, abandonné seul dans la forêt, et je ne pouvais pas te laisser mourir. Je t'ai élevé comme mon propre fils, mais au fond de mon cœur, j'ai toujours su que tu étais spécial. Le tissu dans lequel tu étais enveloppé portait l'emblème royal de Zambora. J'ignore pourquoi le destin t'a amené à moi, mais je crois que tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Si jamais quelqu'un vous interroge sur votre passé, sachez que votre véritable famille est peut-être encore à votre recherche. » Le cœur de Baba Jango battait fort. C'était fini. C'était la preuve. La tache de naissance, l'emblème sur le tissu, et maintenant cette lettre, tout cela indiquait une seule vérité, Naya n'était pas orpheline. Elle n'était pas seulement une servante. C'était la princesse disparue de Zambora. Sans perdre un instant, Baba Jango plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa robe. Il devait agir vite. Le roi et la reine avaient passé des années à chercher leur fille, et maintenant, elle était enfin retrouvée. Ils se mirent en route sans tarder, déterminés à faire éclater la vérité au palais et à réunir la princesse disparue à sa véritable famille. Dans le grand palais de Zambora, le roi Adéola et la reine Néfisa étaient assis dans leurs appartements royaux, le cœur lourd de nostalgie. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis le vol de leur petite fille, mais ils n'avaient jamais cessé de la rechercher. Chaque jour, ils espéraient un miracle, priant pour qu'un jour elle leur revienne. Les murs du palais, pourtant remplis d'or et de richesses, semblaient vides sans son rire. Des messagers avaient été envoyés aux quatre coins du royaume, mais personne n'avait jamais retrouvé la trace de la princesse disparue. La douleur de ne pas savoir si elle était vivante ou morte pesait sur le roi et la reine, mais ils refusaient de perdre espoir. Ils gardèrent son souvenir vivant, racontant des histoires à leur peuple et s'accrochant au rêve que le destin la ramènerait. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Baba Jango, fatigué mais déterminé, se présenta aux portes du palais. Il exigea de voir le roi et la reine immédiatement, affirmant qu'il apportait une nouvelle qui changerait leur vie à jamais. Les gardes, percevant l'urgence dans sa voix, le conduisirent rapidement à l'intérieur. Lorsque Baba Jango entra dans la cour royale, le roi et la reine se levèrent de leur trône. « Qui es-tu, voyageur, et quelles nouvelles apportes-tu » demanda le roi Adéola d'une voix grave, empreinte de curiosité et de prudence. Baba Jango s'inclina respectueusement devant eux. « Votre Majesté, j'ai parcouru un long chemin, et ce que j'ai découvert pourrait vous apporter à tous deux une grande joie. » Il fouilla dans sa robe et en sortit délicatement la vieille lettre de Mama Rudo. Cette lettre parle d'une enfant, retrouvée il y a de nombreuses années, enveloppée dans un tissu royal. Elle porte la marque de naissance de votre famille, la princesse disparue de Zambura. La reine Néfisa halta, les mains sur la bouche, les yeux remplis de larmes. « Où est-elle » murmura-t-elle, la voix tremblante d'espoir et de peur. « Dans un petit village, vivant comme servante, » dit tristement Baba Jango. « Elle a beaucoup souffert, ignorant qui elle est vraiment. » Le roi Adéola serra les poings. La colère le brûlait à l'idée que sa fille vivait dans la misère alors qu'il la cherchait sans cesse. Il se tourna vers ses gardes royaux, d'une voix ferme et autoritaire. « Rassemblez immédiatement les meilleurs hommes, chevauchez jusqu'au village et ramenez ma fille à la maison. » Les gardes n'hésitèrent pas. En quelques instants, chevaux étaient sellés, épées attachées aux ceintures, et un groupe de guerriers se mit en route sous le couvert de la nuit. Leur mission était claire, retrouver la princesse perdue et lui rendre sa place légitime au sein du royaume. Le village était silencieux lorsque le galop des chevaux résonna dans l'air matinal. La poussière s'éleva à l'arrivée des gardes royaux, leurs armures dorées étincelant sous le soleil. Les villageois observaient la scène avec crainte et admiration, car il était rare de voir les soldats du roi dans un espace aussi restreint. Les rumeurs se répandirent rapidement. Pourquoi les gardes royaux étaient-ils là?
Qui cherchait-il? Mama Sefu était occupée à préparer le repas lorsqu'elle entendit du vacarme dehors. Elle sortit de sa hutte, s'essuya les mains sur son tablier et haleta en voyant les guerriers descendre de leurs chevaux. Son cœur battait la chamade. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle avait toujours été prudente, avait toujours gardé secret le passé de Nia. Mais à présent, la peur la tenaillait lorsqu'un des gardes, un homme grand et au regard perçant, s'avança. « Nous sommes ici sur ordre du roi Adéola », annonça-t-il. « Nous cherchons une fille nommée Nia. »« Amenez-la nous immédiatement », dit Mama Sefu en forçant un sourire, essayant de garder une voix posée. « Nia, ce n'est qu'une orpheline, une fille inutile que j'ai recueillie par pitié. Pourquoi le roi la chercherait-il » Le garde plissa les yeux. « Nous connaissons la vérité. Nous savons qu'elle n'est pas orpheline. Nous avons la preuve qu'elle est la princesse perdue de Zambura. » Le visage de Mama Sefu pâlit, ses jambes faiblirent et elle peinait à trouver ses mots. « C'est impossible, balbutia-t-elle. Elle n'est rien d'autre qu'une servante. » Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, Nia s'avança de derrière la hutte, les mains encore couvertes de savon après avoir lavé le linge. Elle regarda les soldats, confuse et incertaine. Dès que les gardes la virent, ils se figèrent, sans aucun doute. C'était elle, la princesse perdue. Ses yeux, son visage, même sa façon de se tenir, tout leur rappelait la reine Nafisa. Et puis ils l'aperçurent, perçant sous sa robe déchirée, la tache de naissance, l'emblème royal. « C'est elle », murmura l'un des gardes, impressionné. Mama Sefu en eut le souffle coupé. Elle avait passé des années à traiter Nia comme une moins que rien, la croyant inutile. Mais maintenant, la vérité se tenait devant elle. La fille qu'elle avait forcée à récurer les sols, celle qu'elle avait battue et insultée, était une princesse, une vraie princesse. La peur la saisit. Si le roi et la reine découvraient comment elle avait traité leur fille, que lui ferait-il? Elle voulut fuir, se cacher. Mais il était trop tard. Le karma l'avait enfin rattrapée. Nia était assise sur le cheval entre deux gardes royaux tandis qu'il s'éloignait du village. Son cœur battait à tout rompre à chaque pas du cheval. Tout semblait comme dans un rêve. Un instant, elle récurait les sols et vivait comme servante, et l'instant d'après, on la conduisait au grand palais de Zambura. Les gardes la traitaient avec gentillesse et lui parlaient avec respect, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait du mal à croire ce qui se passait. Alors qu'il franchissait les portes du palais, les yeux de Nia s'écarquillèrent. Les murs dorés s'élevaient haut dans le ciel, l'entrée majestueuse bordée de statues de rois et de reines devant elle. Les serviteurs se pressaient, s'occupant des nobles vêtus de soie fine, et l'odeur des mets délicieux emplissait l'air. Rien à voir avec le petit village poussiéreux qu'elle avait connu toute sa vie. Elle fut conduite à l'intérieur, où un groupe de serviteurs du palais l'accueillit avec des sourires chaleureux. Ils l'emmenèrent dans une magnifique chambre aux coussins moelleux et aux miroirs dorés. Pour la première fois de sa vie, elle fut baignée dans une eau chaude parfumée au lieu de se laver dans la rivière froide. Ses vêtements rugueux et déchirés furent remplacés par une robe royale fluide, brodée de fils d'or. En se regardant dans le miroir, elle reconnut à peine la jeune fille qui la regardait. Les assistantes lui brossèrent les cheveux, les ornèrent de perles délicates et d'épingles en or. Elles lui passèrent un collier autour du cou, un collier qu'elle gardait précieusement depuis sa petite enfance. Tandis qu'il travaillait, Nia restait silencieuse, accablée par tout. Était-ce vraiment sa vie? Était-elle vraiment la princesse perdue de Zambura? Au fond d'elle-même, une petite voix murmurait, « C'est ici que tu appartiens ». Lorsqu'elle fut enfin prête, les gardes la conduisirent à la salle à manger royale. La salle était grandiose, avec une longue table couverte de plats en argent et de plateaux de mets délicieux. À la tête de la table se trouvaient le roi Adéola et la reine Nafisa, leurs yeux remplis d'amour et d'émotion. Ils attendaient ce moment depuis des années. Nia hésita avant de s'avancer. Elle avait passé sa vie à manger des restes, accroupie dans un coin pendant que les autres festoyaient. Maintenant, on lui offrait une place à la table du roi. C'était irréel. Alors qu'elle s'asseyait, la reine lui prit doucement la main et la serra chaleureusement. « Tu es à la maison maintenant », murmura la reine Nafisa, la voix pleine de larmes. Pendant ce temps, au village, Mama Sefu et Zala étaient sous le choc. La fille qu'ils avaient traitée comme une moins que rien était désormais une princesse. Tout ce qui lui avait pris respect, gentillesse, amour lui était rendu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et pour la première fois de sa vie, Mama Sefu réalisa qu'elle avait tout perdu,
tandis que Nia avait conquis le monde. Quelques jours après le retour de Nia, le roi Adéola renvoya ses gardes royaux au village avec un ultime ordre, emmener Mama Sefu au palais. La nouvelle se répandit rapidement et les villageois se rassemblèrent pour assister à l'enlèvement de cette femme autrefois fière. Elle avait traité Nia pendant des années comme une servante inutile, et maintenant, elle était traînée devant le roi en personne. La peur l'envahit lorsqu'on la força à monter à cheval et à la conduire au grand palais de Zambura. Lorsqu'elle arriva à la cour royale, elle tremblait. La salle était vaste, remplie de nobles et de conseillers, tous l'observant d'un regard froid et critique. Au fond de la salle, le roi Adéola était assis sur son trône d'or, le visage sévère et indéchiffrable. À côté de lui, la reine Nafisa était assise avec une dignité silencieuse, le regard empli de douleur. Et entre eux, vêtue de sa robe royale, se tenait Nia, la jeune fille qu'elle avait maltraitée pendant tant d'années. Mama Sefu tomba à genoux, la voix tremblante. « Votre Majesté, pardonnez-moi » s'écria-t-elle. « Je ne savais pas qui elle était. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. » Les yeux du roi Adéola s'assombrirent. « C'est vrai, tonna-t-il. Tu as accueilli une enfant sans défense pour la traiter comme une esclave. Tu lui as volé sa dignité, son bonheur, et tu lui as fait croire qu'elle n'était rien. Même si elle n'avait pas été ma fille, ta cruauté était impardonnable. » Mama Sefu sanglotait, le front collé au sol froid. « S'il vous plaît, je vous en prie, je n'ai nulle part où aller. » La reine Nafisa prit alors la parole, d'une voix calme mais ferme. « Et où Nia a-t-elle dû aller quand vous l'avez fait souffrir? Où était sa miséricorde quand vous lui avez refusé son amour et sa bonté? » Mama Sefu n'avait pas de réponse. Elle ne s'était jamais souciée de la douleur de Nia. Et maintenant, elle affrontait la sienne. Le roi Adéola prit une profonde inspiration avant de prononcer son jugement final. « Tu seras banni de Zambura. Tu quitteras ce royaume aujourd'hui et ne reviendras jamais. Tout comme tu as contraint Nia à vivre dans la solitude et le rejet, tu subiras désormais le même sort. » Les gardes s'avancèrent et saisirent Mama Sefu par les bras. Elle cria, implora, mais aucune pitié ne lui fut accordée. Tandis qu'on l'entraînait hors du palais, elle comprit la vérité. Sa cupidité et sa cruauté lui avaient tout coûté. Elle avait perdu le confort du village, le respect des habitants et la chance de vivre dans un royaume dirigé par la jeune fille qu'elle avait maltraitée. Tandis que les grandes portes se refermaient derrière elle, Nia observait en silence. Elle n'éprouvait aucune haine, seulement une profonde compréhension de la justice. Le passé était irréversible, mais une chose était sûre, elle ne laisserait jamais la cruauté régner sur son cœur comme elle l'avait fait sur celui de Mama Sefu. Alors que le soleil doré se couchait sur le royaume de Zambura, le palais était empli de joie et de célébration. Après des années de chagrin et de quête, le roi Adéola et la reine Nafisa avaient enfin retrouvé leur fille. Nia se tenait devant eux, encore bouleversée par l'amour qui se lisait dans leurs yeux. Pendant si longtemps, elle s'était crue orpheline, indésirable et oubliée. Maintenant, elle connaissait la vérité. Elle avait toujours été aimée, elle avait toujours manqué, et maintenant elle était chez elle. La reine Nafisa ne put retenir ses larmes en serrant Nia dans ses bras. « Mon enfant » murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa fille, « nous n'avons jamais cessé de te chercher. Pas un jour ne passait sans que nous prions pour ton retour. » Le roi Adéola posa une main protectrice sur l'épaule de Nia, sa voix emplie d'émotion. « Tu es forte, ma fille. Tu as survécu à un monde cruel, et désormais, tu ne seras plus jamais seule. » Le palais explosa de joie. Les habitants de Zambura, ravis du retour de leur princesse disparue, se rassemblèrent dans la grande cour pour l'accueillir. Des tambours jouaient, des danseurs tournoyaient, et l'air était empli de musique et de rire. Un grand festin fut préparé, les tables débordant des mets les plus raffinés. Partout où Nia se tournait, elle voyait des visages souriants, des gens l'acclamant et l'appelant par son nom. Mais même en embrassant sa nouvelle vie, elle ne pouvait oublier les années passées comme servante. Elle avait connu la faim, la solitude et la douleur. Elle avait été ignorée, humiliée et traitée comme une moins que rien. Maintenant, vêtue d'une robe de soie, une couronne d'or sur la tête, elle savait que ces expériences l'avaient façonnée. Elle ne se laisserait pas aigrir par eux. Au contraire, elle les utiliserait pour la rendre plus forte. Assise aux côtés de ses parents à la table royale, elle se fit une promesse silencieuse. Elle n'oublierait jamais d'où elle venait. Elle utiliserait sa position, non seulement pour profiter des richesses du palais, mais aussi pour aider ceux qui souffraient encore. Car elle savait, mieux que quiconque,
ce que signifiait se sentir impuissant. Cette nuit-là, allongée dans un lit douillet pour la première fois de sa vie, Nia ferma les yeux, le cœur apaisé. Elle avait trouvé sa famille, son foyer et sa place dans le monde. Et ce n'était que le début. Au fil du temps, le cœur de Nia s'est renforcé chaque jour. Elle avait reçu tout ce dont elle pouvait rêver, une famille, de l'amour et un endroit où elle se sentait bien. Mais elle ne pouvait oublier la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle ne pouvait oublier la douleur de vivre orpheline, de travailler sans relâche sans aucune compassion et de se sentir abandonnée du monde. Nia savait qu'elle avait eu la chance de trouver une famille qui l'aimait. Mais de nombreux enfants et villageois souffraient encore, tout comme elle. Elle se fit le vœu de ne jamais laisser personne se sentir aussi seule et désespérée qu'elle. Elle commença à utiliser sa position de princesse pour améliorer la vie des enfants pauvres et orphelins de Zambura. Nia visita des villages aux quatre coins du monde, où les gens vivaient encore dans la précarité. Elle donnait de la nourriture aux affamés, construisait des maisons pour les sans-abri et même des écoles pour que les enfants puissent apprendre. Avec sa gentillesse et sa sagesse, elle transformait lentement mais sûrement la vie de ceux qui étaient démunis. Chaque fois qu'un enfant souriait parce qu'il recevait un repas chaud ou qu'une famille pouvait vivre dans un logement sûr, le cœur de Nia se remplissait de bonheur. Ses actes en disaient plus long que ses paroles. À mesure qu'elle parcourait le royaume, les gens commençaient à la considérer non seulement comme une princesse, mais comme une véritable dirigeante. Elle écoutait leurs problèmes, leur offrait son aide et les traitait toujours avec respect. Elle ne se considérait pas comme supérieure à quiconque. Elle considérait tout le monde comme égal et travaillait sans relâche pour que personne ne soit laissé pour compte. La compassion et la sagesse de Nia étaient admirées de tous, et elle devint rapidement surnommée la princesse du peuple. Sa renommée s'étendit au-delà du royaume de Zambura, et les habitants des contrées voisines vinrent la consulter pour obtenir ses conseils. Même la noblesse commença à l'admirer, voyant comment elle savait allier pouvoir et humilité. Les années passèrent, et la bonté et le leadership de Nia continuèrent de faire de Zambura un royaume où les gens prenaient soin les uns des autres. Lorsque le roi Adéola grandit et comprit que le moment était venu pour le prochain souverain de monter sur le trône, il regarda sa fille avec fierté. Elle avait prouvé qu'elle était non seulement une fille aimante, mais aussi une dirigeante sage et juste. Le peuple l'aimait et elle avait gagné son respect. Lorsque Nia fut couronnée reine, le royaume tout entier se réjouit, mais elle ne resta pas assise confortablement sur son trône. Au contraire, elle continua à œuvrer avec son peuple, s'efforçant sans cesse de faire de Zambura un lieu où chacun puisse vivre dignement. Elle construisit des écoles, créa des emplois et veilla à ce que personne dans son royaume ne souffre de la faim ni ne soit oublié. L'histoire de Nia est devenue un symbole d'espoir pour des générations. Les gens la racontaient à leurs enfants, leur apprenant que, même si la vie peut paraître difficile, il y a toujours une chance de changement. Elle était partie de rien, avait souffert plus que beaucoup ne l'imaginent, mais était devenue l'une des plus grandes souveraines que Zambura ait jamais connues. Son héritage de bonté, de sagesse et de compassion perdura longtemps après son règne, inspirant des peuples du monde entier à croire qu'une seule personne pouvait véritablement changer le monde. Au fil des ans, le nom de Mama Safu tomba peu à peu dans l'oubli. Elle fut bannie du royaume, contrainte de vivre en exil loin de son foyer d'autrefois. Privée du pouvoir et du respect dont elle jouissait au village, elle n'était plus qu'un lointain souvenir. Les villageois ne murmuraient plus son nom avec peur ou haine, mais avec indifférence. La vie qu'elle avait connue avait disparu, et elle se retrouvait seule face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, la vie de Nia continuait de s'épanouir. Reine, elle régnait avec douceur et fermeté. Elle n'oubliait jamais les souffrances endurées et travaillait sans relâche pour que son peuple ne connaisse plus jamais les mêmes épreuves qu'elle. Son histoire est devenue bien plus que celle d'une princesse perdue. Elle est devenue un symbole d'espoir, de force et de bonté. On a raconté comment elle s'est relevée des profondeurs de la douleur et du rejet pour devenir une reine aimée de tous. Son histoire s'est transmise de génération en génération, rappelant à tous que, même si le chemin paraît sombre, il y a toujours une lumière au bout. À mesure que l'histoire de Nia se répandait, les gens tirèrent une leçon importante de sa vie, le destin, aussi cruel soit-il parfois, trouve toujours le moyen de rétablir la justice. Mama Safu avait autrefois cru pouvoir échapper aux conséquences de ses actes, mais la vérité avait finalement éclaté. Elle avait été punie pour sa cruauté envers Nia, tout comme Nia avait été récompensée pour son courage et sa bonté. Le royaume de Zambura devint un lieu où la justice et l'équité étaient valorisées par-dessus tout, où l'on savait que ceux qui font le bien finiraient par être récompensés, et ceux qui font le mal en subiraient les conséquences. Mama Safu, loin de la terre qu'elle avait connue, vécut ses derniers jours dans la solitude,
oubliée de tous, sauf d'elle-même. On lui avait offert une chance de rédemption, mais sa cupidité et sa cruauté l'avaient menée à sa perte. Nya, quant à elle, avait prouvé qu'un cœur bienveillant et une volonté de faire pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. En fin de compte, c'est son histoire qui est restée dans les mémoires, son nom qui a survécu comme un rappel que même face à une grande adversité, le destin trouverait toujours un moyen de rétablir la justice.